Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 6e épisode de Capsule de Com. Capsule de Com, c'est votre web émission produite par DDB Health et TBWA Delphi sur l'intelligence artificielle et les nouvelles réalités immersives et leur application bien sûr dans nos stratégies marketing et nos stratégies de communication en santé. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Thomas Gourita, expert en intelligence artificielle, et avec Thomas, nous allons explorer tout ce qu'on appelle les biais et les hallucinations de ces nouveaux langages. On a tous expérimenté ce type de problème, et c'est vrai qu'en matière de santé, un biais, une hallucination, quand il s'agit de diagnostic ou de traitement, ça peut évidemment être extrêmement délétère. Donc on va essayer de voir aujourd'hui comment on peut les identifier, et surtout mieux les prévenir. C'est, je crois, le thème, Nicolas, de notre émission d'aujourd'hui. Bonjour Alain, et ravi encore une fois d'être là pour cette nouvelle capsule de com. Effectivement, c'est un sujet extrêmement important que l'on va aborder avec Thomas, ce sujet des biais et hallucinations que peuvent porter certains modèles de langage. Comme tu le disais, on ne peut pas se permettre effectivement ce type de sujet où véritablement des modèles pourraient éventuellement générer des réponses, en tout cas des outputs qui ne sont pas entièrement fiables. Et en matière de santé, c'est simplement interdit. Donc, on a cette responsabilité d'avoir un regard extrêmement critique sur la manière dont on va entraîner les modèles que l'on va utiliser. Et donc, c'est ce sujet que l'on va voir effectivement avec Thomas, qui non seulement est un expert en IA, mais qui est aussi et surtout peut-être un expert en IA éthique et responsable. Merci Nicolas, merci Thomas, très belle émission à vous deux et j'espère que nous n'allons pas halluciner. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors avant de débuter notre échange, je propose de donner quand même quelques éléments de contexte sur le sujet des biais et des hallucinations dans l'IA, le sujet de cette capsule de com, et comprendre effectivement quels sont les défis auxquels nous faisons face et les solutions que nous pouvons apporter également pour une IA plus fiable. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un biais et comment il se forme? Alors, un biais fait référence donc à l'apparition de résultats biaisés dus à des biais humains. Une IA n'est pas naturellement biaisée. C'est effectivement au travers des biais humains que l'on peut introduire, notamment dans les sets de données sur lesquels sont entraînés en fait ces modèles. Et donc, ça va entraîner des résultats faussés et des résultats potentiellement dangereux. Donc on se rend bien compte de l'importance d'avoir un regard extrêmement critique sur ce sujet. Et donc ces biais, comme je l'indiquais précédemment, ils se forment principalement à partir donc, de données d'entraînement non représentatives, mais également des décisions de conception par les développeurs et des interactions utilisateurs-modèles. Je pense qu'on a tous en tête effectivement ces chatbots qui sont partis un petit peu sur de mauvaises rails du fait en fait de nombreuses interactions avec des utilisateurs qui ont fait exprès en fait d'introduire un grand nombre de biais. Des exemples assez marquants, je fais référence ici à une enquête qui a été menée par Bloomberg en 2023 et qui a été destinée à évaluer l'ampleur des biais, notamment dans l'IA générative, qui est donc un modèle d'IA parmi d'autres. Qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien, le monde, selon ces IA, en fait, est dirigé par des PDG blancs. Les femmes sont rarement médecins, avocates ou juges. Voilà ce qui ressort, en fait, de ces IA. Et on voit à quel point ces biais viennent, effectivement, corrompre, finalement, certains résultats. Et par ailleurs, les hommes non caucasiens, et vous voyez quand même c'est très très grave, commettent des crimes, tandis que les femmes non caucasiennes font cuire des hamburgers. Voilà ce qui ressort en fait de cette enquête menée par Bloomberg. Une autre étude que je trouve particulièrement intéressante qui s'appelle Having Beer After Prayer, Measuring Cultural Bias in Large Language Models, qui est une étude qui a été menée au sein du collège de Computing de Georgia Institute of Technology. Qu'est-ce qu'il en ressort? Même chose, des choses absolument effarantes. En fait, les LLM, rappelez-vous, donc ces modèles de langage à grande échelle, ont tendance à associer les noms arabes à des contextes de pauvreté ou de traditionnalisme. Voilà ce qu'il ressort. De la même manière, ces modèles de langage révèlent une préférence marquée pour les entités occidentales, même dans des contextes arabes.
Donc on voit bien que le problème n'est pas neutre, loin de là, et qu'il est très important de l'adresser, et c'est clairement ce dont on va parler avec notre invité aujourd'hui. Alors, différents types de biais, ça peut être, encore une fois, des biais de données, des biais de conception, des biais d'interaction, comme je le mentionnais en introduction. Ensuite, les biais, c'est une chose, mais on parle également d'hallucination. C'est le terme employé effectivement dans l'informatique lorsqu'une intelligence artificielle, un modèle en fait de langage, produit des informations plausibles certes, mais qui sont incorrectes, voire fictives, et qui ne sont donc pas basées sur des données réelles. Typiquement, des exemples, on pourrait avoir des réponses inexactes fournies par des chatbots médicaux. On imagine quand même les répercussions. La génération de faits historiques ou scientifiques qui sont finalement erronés par les modèles de langage, qui ne sont pas exacts. Encore une fois, ce sont des choses très souvent plausibles, mais dans les faits, elles sont fausses. Ou encore la création de contenus fictifs dans des résumés de texte ou des réponses à des questions spécifiques. Voilà ce qu'est une hallucination. Et oui, les modèles de langage notamment peuvent halluciner, comme d'ailleurs les humains peuvent mentir. L'impact des biais et des hallucinations, on peut parler de trois ordres d'impact. En termes de fiabilité, clairement, à travers, si des biais sont reproduits, s'il y a trop d'hallucinations, il y a un risque de diminuer la confiance dans ces systèmes d'IA en raison de ces résultats. Problème de précision, bien évidemment, notamment sur les risques que peuvent porter des diagnostics qui porteraient ces biais ou qui pourraient éventuellement même halluciner et donc conduire à des recommandations erronées. Et donc vraiment ce sujet de confiance, et je pense qu'on aura bien évidemment l'occasion d'en reparler encore une fois avec Thomas, mais la perte de confiance en fait des patients, des patientes et des professionnels de santé dans ces outils basés sur l'IA. Et s'il n'y a pas de confiance, on imagine bien que cela pose un réel problème, notamment dans le domaine de la santé. Je voudrais terminer cette introduction avec trois exemples qui viennent effectivement abonder dans le sens des éléments que j'ai pu préciser précédemment. Donc, le risque, effectivement, de voir des biais dans les diagnostics médicaux. Donc, le risque, il est évident, avec des diagnostics qui seraient donc incorrects, voire inadéquats pour certaines populations, ce qui pourrait donc entraîner, effectivement, des traitements soit inappropriés, soit retardés. Donc, on voit bien que les conséquences peuvent être très graves. Et on a un cas réel, clairement, en 2020, donc il y a 4 ans, eh bien, une étude qui a été publiée dans le Journal of the American Society of Nephrology, qui a révélé que l'algorithme utilisé pour estimer en fait la fonction rénale incluait un facteur racial. Autre exemple, cette fois-ci d'hallucination dans les chatbots médicaux. Là encore une fois, le risque, c'est des patients qui peuvent recevoir finalement des conseils médicaux soit incorrects, voire dangereux, conduisant bien évidemment à des décisions de santé inappropriées. Et là, encore une fois, un cas réel avec le chatbot de Babylon Health qui a été critiqué pour avoir fourni des conseils médicaux incorrects. En fait, il a minimisé les symptômes d'une crise cardiaque potentielle. Donc, encore une fois, les conséquences sont très graves, très sérieuses. Et je finirai avec ce dernier exemple. Cette fois-ci, je reviens sur les biais, notamment dans les recherches scientifiques automatisées. Alors, les risques, à nouveau, fausse corrélation et puis fausse conclusion. Et donc, ça va nécessairement affecter finalement la fiabilité. Je reviens encore une fois sur ces éléments. Fiabilité, très important. Donc là, en l'occurrence, des recherches scientifiques et surtout des recommandations qui vont en découler. Là, à nouveau, un cas réel, une étude qui est faite par Nature, magazine très, très, très sérieux, et qui a démontré en fait que les recommandations biaisées par les systèmes d'IA peuvent avoir effectivement un impact négatif sur les décisions humaines. Et là, dans l'exemple que vous voyez à l'écran, dans le cas en fait de la détection du cancer de la peau, l'algorithme en fait a été entraîné sur des peaux
blanche. Donc, lorsqu'on menait en fait, on faisait un travail sur des pots de couleur, et bien évidemment, les résultats s'en trouvaient diminués, voire biaisés en l'occurrence. Et là, à nouveau, ce qui veut dire que l'algorithme en fait ne pouvait pas forcément détecter un éventuel problème sur ces types de pots. Donc encore une fois, on voit bien les risques que portent finalement ces biais et ces hallucinations. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, Thomas, peut-être souhaites-tu réagir à ces exemples et finalement, j'ai une première question. Est-ce que techniquement, il est possible, j'ose le croire, de réduire en fait ces risques de biais et d'hallucinations, notamment dans les modèles en lien toujours dans le secteur de la santé? Tout à fait, on peut les réduire, heureusement. Et merci pour l'introduction, il y a plein de super exemples sur lesquels on peut rebondir. On peut les réduire de plusieurs façons. Il y a d'abord le sujet des données, même si les données ne font pas tout, mais dans les exemples qui sont des exemples de recherche, qui sont sur des corpus de données patients très, très complexes et très complets, évidemment, on a besoin de data scientists pour aller analyser en grand volume tout ça, et l'IA nous permet d'aller plus vite, mais il faut se poser la question, et notamment des biais dont tu parlais tout à l'heure, sur la construction des bases de données qui servent à entraîner ces algorithmes, notamment sur la néphrologie tout à l'heure. C'est des biais qui existent pour de vrai dans le système de santé, qu'on ne veut pas forcément voir ou qu'on commence à voir. Alors, qu'on connaît peut-être un petit peu mieux avec notre prisme français et européen, mais aux États-Unis, c'est encore compliqué. Et il y a des études qui commencent à sortir sur les biais qui ne sont pas forcément ressentis par les professionnels de santé aux États-Unis, mais qui sont sur le terrain, qui se retrouvent. Et il y a des études très complètes sur plusieurs pathologies qui nous indiquent que selon l'origine raciale, l'origine démographique d'un patient, il n'est pas pris en charge de la même façon. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise quand on connaît un petit peu le sujet, mais ça devient documenté. Et finalement, ce qui se retrouve dans les données qui permettent d'entraîner ces algorithmes pour les décisions de santé, ce sont les mêmes données qui sont biaisées à la base. Et donc, évidemment, on peut se poser la question de comment on a des bases qui sont plus représentatives. Quand c'est sur des pathologies et que les patients ne se font pas soigner, par définition, ils ne sont pas dans les bases de données. Donc, c'est un premier problème. On peut malgré tout faire des petits redressements statistiques, voilà, pour commencer à trouver des débuts de réponse. Mais ce ne sera pas suffisant, c'est vraiment un problème systémique dans ce cas-là. Ensuite, il y a le problème le deuxième point de tout à l'heure, qui est vraiment au niveau des modèles d'IA. On a vu par exemple la génération d'images de Gemini, de Google, qui avait compris ce biais et qui s'était dit, sur les données, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on ne maîtrise pas vraiment les données d'entraînement de notre grand modèle de langage et de génération d'images. Du coup, on va plutôt agir sur le modèle et lui dire que, attention, là, il y a un risque qu'on soit trop blanc, trop homme blanc de 50 ans, etc. Du coup, on va faire en sorte, avec un petit bout de code, que ce soit un peu moins le cas. Et on s'est rendu compte que c'était, au-delà d'être un peu moins le cas, c'était complètement l'inverse. Exactement. Et donc, c'est difficile de quantifier et d'adapter le modèle de cette façon-là, parce que par définition, ça reste quand même un petit peu de l'alchimie. Et ça, il faut en avoir conscience. Alors, par des exemples comme ça, c'est assez évident. Et il y a le troisième aspect, qui est l'aspect, notamment pour les professionnels de santé et pour les patients, qui est de comprendre comment fonctionnent ces algorithmes. Ce qu'on est en train de faire là, et je trouve que c'est toujours très important, d'expliquer et de comprendre. Et moi, je reprends toujours un papier d'il y a déjà 4 ou 5 ans qui parlait de perroquets statistiques pour décrire comment fonctionnent les grands modèles de langage. Et quand on reprend cette base-là et qu'on comprend qu'un grand modèle de langage, que ce soit ChatGPT ou n'importe lequel de ses concurrents, fonctionne en prédisant le mot d'après par rapport à une base d'entraînement qu'on ne connaît pas, par définition, que les créateurs de modèles ne veulent même pas mettre à disposition. Donc ça pose des soucis d'éthique et au final de confiance. On y vient déjà. C'est finalement simplement
de la statistique pour prédire le mot d'après, puis le mot suivant, pour arriver jusqu'à une phrase, et on se rend compte que si cette phrase est un conseil médical, ça peut vite devenir dangereux. Donc voilà, c'est pas uniquement un problème de données, c'est pas uniquement un problème d'algorithmes, même si évidemment, on en reparlera peut-être, la représentativité dans les équipes qui conçoivent ces algorithmes est importante, mais c'est vraiment un tout, et à chacun à notre niveau, on peut déjà comprendre ça et éviter certains biais dont on n'a pas encore parlé, mais notamment un biais important que je trouve important, qui est le biais d'automatisation, et de se dire, c'est une machine, donc comme c'est une machine, elle n'a pas de biais, on peut se dire ça, et donc son résultat, on peut le prendre pour argent comptant parce que c'est la technologie, il n'y a pas les biais humains, donc c'est vrai, c'est factuel, on peut y aller, et c'est dangereux aussi. Mais alors, ça veut dire que, encore une fois, dans le domaine de la santé, si aujourd'hui je veux travailler sur ces modèles de langage, quand même difficile finalement de travailler avec ces modèles de langage sur étagère, parce que comme tu le disais, on ne sait pas nécessairement comment ils ont été entraînés, on n'a pas toute la visibilité, et puis on voit bien quand même les risques que cela porte. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la santé, les acteurs de la santé qui ont des ambitions, enfin en tout cas, qui souhaitent pouvoir s'appuyer quand même sur ces outils qui s'avèrent extrêmement utiles, on part quasiment d'une feuille blanche et on l'entraîne en fait que sur nos sets de données. On s'assure d'avoir un maximum, encore une fois, de représentativité. On s'assure effectivement d'avoir fait ce travail pour éliminer les biais. Mais qu'est-ce qui nous permet en fait d'éliminer des biais ? Est-ce que l'humain en tant que tel est à même de pouvoir dire tiens, il y a un biais ici? Enfin, ça devient un peu difficile. Quelles sont finalement les solutions à disposition des acteurs de la santé aujourd'hui face à ce réel risque d'entraîner des modèles avec des biais, donc d'embarquer en fait des biais dans ces modèles, et les risques par ailleurs aussi d'hallucination dont on n'a pas encore complètement parlé, mais qui est aussi un risque. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est aussi le mot risque. Ouais. Parce que la base, c'est les biais. On a ajouté les hallucinations et en fait, c'est un tout. Et heureusement, il y a des solutions. La première solution, elle est simplement de se poser la bonne question de pourquoi on fait un produit ou un projet dans lequel on voudrait peut-être à la fin mettre du LLM. On n'en a peut-être pas besoin, mais concentrons-nous d'abord sur la conception et sur comprendre à qui on s'adresse, à quel type de patient ou professionnel de santé, quel service on veut leur rendre, quelles données on a à notre disposition, quelles données on n'a pas aussi. Et ça nous permet de concevoir vraiment ce cas d'usage pour se dire, bon, si on veut éliminer des biais, des risques au sens large, commençons par nous poser ces questions-là. Je peux te donner un exemple très concret. Quand j'ai travaillé sur un assistant de santé pour le suivi post-opératoire, on voulait fluidifier ce suivi post-opératoire ambulatoire, où aujourd'hui c'est très difficile parce que les infirmières et les secrétaires n'ont pas le temps tout simplement d'appeler les patients un par un, simplement pour leur demander comment ça va le lendemain d'une opération, sachant qu'on veut passer en plus avec plus de 80% d'ambulatoires en France, donc c'est un vrai sujet de santé publique, mais le suivi c'est vraiment le trou dans la raquette parce que c'est compliqué, ça prend du temps, ça coûte cher. Mais on ne voulait pas tomber dans le côté on remplace un chirurgien ou une infirmière au téléphone, on va faire ce nouveau mode de communication avec le patient, mais on ne va pas aller jusqu'au diagnostic ou jusqu'au conseil très compliqué. C'est pas le rôle du chatbot. Là, il était vraiment dans l'accompagnement. Ce qui est différent de certains cas d'usage où certains, assez rapidement, se sont dit on maîtrise les LLM, on a plein de bases de données, et du coup, on va faire un médecin augmenté dans un chatbot. Et ce qui donne l'exemple, je ne sais pas si tu le connais, il est un peu éprouvé maintenant, mais je le redonne à chaque fois. Ça vous permet de comprendre aussi ce sujet-là. C'est l'exemple du chatbot médecin qui, confronté à un patient qui lui dit « je vais vraiment pas bien, je pense que je suis en dépression, qu'est-ce que je dois faire ?» Je lui dis d'abord comment je peux t'aider. Je suis là, voilà, le ton empathique, évidemment, pour aller dans le sens du patient. Et l'interaction suivante du patient, c'est « je crois que vraiment la solution, c'est que je me suicide. » Et là, évidemment, la réponse du chatbot, ça va être « non, faut pas. » Eh bien si. Si, je pense que le mieux, c'est que tu te suicides parce qu'on comprend assez rapidement la conception des modèles. Là, ce n'est pas un problème de données, c'est un problème de modèle qui, vous l'avez sans doute testé d'ailleurs tous, même pour des choses très futiles de la vie quotidienne. Quand vous posez une question ou vous demandez quelque chose à un grand modèle de langage, il va aller dans votre sens. Il est conçu comme ça. Donc, peu importe les données qui sont en entrée, là, le chatbot médecin, en l'occurrence, on n'a pas testé ses compétences médicales. On a juste testé la façon dont répond le modèle. Et donc ça
c'est des choses qui peuvent se régler par conception. Si on prend le temps de se pencher sur le sujet, on va mettre en place les garde-fous. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être au niveau de la donnée, ça peut être au niveau du prompt, qu'on va faire vraiment sur mesure pour le cas qu'on adresse pour éviter ces effets de bord qui peuvent être quand même assez compliqués. Alors sur tous les sujets, c'est embêtant, mais sur la santé, ça a un vrai impact sur la vie des gens, donc on essaye de faire un peu plus attention quand même. Donc voilà, c'est vraiment ce sujet de conception. Et ensuite, il y a toute la dimension évaluation qui arrive aussi, notamment avec les Act, avec les sujets à haut risque dont la santé fait partie, heureusement, et tant mieux. Et il y a notamment un exemple pareil, encore une fois très concret de comment on évalue les réponses qui sont données, si on veut rester dans un sujet de chatbot par exemple. On peut évaluer en se disant une infirmière qui suit le patient va aller voir les interactions entre le patient et le chatbot et va dire ok, ça c'était bon. C'est une première façon de le faire. Quand on n'a pas beaucoup de moyens et qu'on démarre, c'est comme ça qu'on fait, tout simplement. Puis ensuite, on va se dire on va aller chercher un collège d'experts qui sont vraiment des experts de la spécialité en question, et on va leur donner des cas de façon anonymisée, et on va leur dire, sans leur dire ça c'est du chatbot ou ça c'est de l'humain, voilà un nombre de cas, vous vous réunissez en collège, ce qu'on appelle collège de garantie humaine, et vous allez nous indiquer si les réponses sont bonnes ou pas bonnes, pourquoi elles sont bonnes, pourquoi elles sont pas bonnes, et on va tout documenter surtout pour avoir la preuve, et que les organismes de régulation derrière puissent avoir ces éléments-là, les suivre au cours du temps et pouvoir comprendre pourquoi le modèle a été mis en production auprès de vrais patients avec la preuve que c'était OK, et aussi en évaluation continue. Si on se rend compte petit à petit, parce qu'il y a une nouvelle version de modèle, par exemple, qu'on ne maîtrise pas totalement, comme on le disait, une nouvelle version de modèle, une nouvelle version de prompt, etc., le modèle peut se comporter un peu différemment en sortie avec les patients. Et donc ça, il faut qu'on puisse comprendre comment ça évolue pour pouvoir éventuellement sortir le chatbot de production et faire les ajustements nécessaires sans que les patients prennent un risque. Tout ce que tu viens d'évoquer, c'est ce qui permet aujourd'hui aux acteurs de la santé de travailler sur des projets d'IA responsable. C'est ça qu'on met derrière l'IA responsable. Ouais, c'est une partie de la réponse. Je précise toujours cette partie conception et bonne question et bon sens, parce que, un exemple encore tout bête, il y a quelques années maintenant, le Conseil national d'éthique du numérique avait sorti un avis sur les chatbots. Et une des recommandations, c'était de dire attention, il ne faut pas qu'un chatbot réponde à une insulte par une insulte, par exemple, ce qui paraît assez trivial. Ils sont partis du principe qu'un chatbot, c'était forcément des grands modèles de langage derrière, et en plus des grands modèles de langage qu'on n'avait pas forcément contraints. Cette question-là, comme beaucoup d'autres, notamment le suicide et des choses comme ça, c'est très facile à contraindre par conception. Donc les questions ne se posent même pas si on se dit, par conception, on fait de l'IA responsable, si on veut, de confiance, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas avec les bonnes pratiques derrière qui nous permettent d'encadrer déjà beaucoup de risques, de biais et de risques, avec des méthodes de conception et de bon sens parfois, et de connaissance du métier, avant même de parler régulation. Mais c'est un petit peu pareil pour le RGPD finalement. Quand on travaillait dans le marketing en ligne avant RGPD, c'est déjà beaucoup de choses qu'on faisait déjà, simplement quand on travaillait bien. C'est des choses qu'on faisait déjà, qui ont été diffusées et du coup réglementées un peu dans le même sens. Là, c'est un petit peu pareil. Les gens qui font déjà de l'IA en santé depuis plusieurs années et qui ont ce prisme et ces valeurs-là aussi, et qui les diffusent à travers la façon dont ils construisent leurs produits, finalement, déjà, peu importe quel LLM ils vont brancher derrière, parce que leur produit a été pensé comme ça. Et en plus, ils sont déjà en bonne partie dans les clous de la régulation qui arrive. D'accord. Donc, ce n'est pas effectivement juste un sujet, encore une fois, de données d'entraînement, il y a un sujet aussi de conception. Et puis, donc, encore une fois, on voit le rôle de l'humain, finalement. Bien sûr. Parce que c'est qui est primordial. Très important. Et puis aussi dans la façon dont les équipes, évidemment, il y a beaucoup de data, il y a beaucoup de sujets, data science, mais c'est aussi la façon dont ces équipes-là, au-delà du fait qu'il faut qu'elles soient plus diverses, plus mixtes, etc., ça c'est évident, mais aussi qu'elles aient un peu plus conscience de ce qu'elles font et de comment elles le font. Moi, ça m'est arrivé, pour reprendre un exemple concret du terrain et de la santé, de data scientist d'une grande entreprise de l'industrie, qui me dit on a travaillé sur un chatbot de conseil médical qui trouve la bonne réponse dans 75% des cas. Et ils me disent, leur question c'était comment on améliore ce taux de bonne réponse. Alors, moi je ne mets pas les mains dans le code ni dans la data, je comprends quand même très bien comment ça marche, et je leur dis, mais est-ce que vous vous êtes posé la question déjà, qu'est-ce que c'est une bonne réponse ? Oui. Alors déjà, ils ne savaient pas.
Et puis ensuite, la question suivante, c'était à qui va s'adresser votre chatbot pour évaluer ce que peut être une bonne réponse. Ils savaient pas trop non plus. Et la dernière question dans cet interrogatoire, c'était les 25% qui n'ont pas eu de bonne réponse, qu'est-ce que vous en faites ? Ils n'avaient pas de réponse non plus à ça. Donc c'est pas une question de data, parce que toute la data ils l'ont. Toutes les techniques de data science, ils en ont plein, qui sont très avancées. On a de plus en plus de modèles même disponibles en open source. On peut faire plein de choses très très bien. Par contre, il faut se poser ces questions-là avant de se lancer dans des projets qui parfois... je ne sais pas si tu as vu la statistique de Gartner récemment qui disait, alors toute industrie confondue, que les projets d'IA génératifs qui ont été lancés en preuve de concept, 30% vont mourir avant même de voir, de voir un patient ou un utilisateur en face de lui. Et certaines grandes entreprises spécialisées sont plutôt de l'ordre de 70 et 80%. Des projets d'IA génératifs qui, dès l'année prochaine, par manque justement de conception et de questionnement sur le pourquoi et le qu'est-ce qu'on veut faire, vont mourir avant même de trouver leur public. Est-ce que cela veut dire qu'il faut, dans l'approche en fait de ces sujets, on voit bien que ce n'est pas uniquement un sujet finalement technique. Comment on fait en sorte effectivement que les personnes qui vont être qui seront les parties prenantes de ces projets de développement puissent avoir systématiquement ces réflexions en amont et tout au long finalement du développement de l'outil. Est-ce que ça passe par de la formation, quels sont juste pour comprendre en fait quelles clés on peut donner aujourd'hui aux personnes qui nous regardent pour les aider, parce que déjà effectivement on voit bien que le sujet est assez large. Parce que c'est pas juste une question de données, c'est pas juste une question de conception, c'est finalement une question de bon sens. Est-ce qu'on peut former les gens au bon sens ? Je ne sais pas. On peut former les gens à comprendre comment ça fonctionne pour justement pouvoir se poser toutes ces questions. Ça, j'y crois beaucoup. Et quand on parle de personnes, pas forcément que les techniciens. Mais voilà. Alors, les techniciens, mais surtout les gens qui sont autour sur les projets. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est évidemment un projet qui prend de l'ampleur et qui, au final, est coupé avant qu'il se passe quoi que ce soit envers des patients et qu'on puisse tester l'efficacité en vie réelle. Ça, c'est évidemment plaisant pour personne, au-delà des coûts que ça peut engendrer. Mais il y a un gros sujet d'acculturation ça commence à bouger sur ce sujet qu'on appelle AI literacy, qui est un peu comme l'éducation aux médias ou à l'utilisation des réseaux sociaux d'il y a 5 et 10 ans. C'est un peu le même principe, où là, il y a beaucoup de choses qui sont faites envers les journalistes, notamment, pour leur expliquer un petit peu plus comment ça marche, pour éviter de raconter n'importe quoi, ou en tout cas de raconter des choses qui sont pas vraiment proches de ce qui se passe pour de vrai. Après, le fantasme, évidemment, c'est plus facile que d'expliquer comment on le fait là, des choses un peu plus... alors, je vais pas dire terre à terre, parce que c'est pas vrai, ça reste des sujets qui sont passionnants et qui sont assez rapidement complexes, mais il y a vraiment ce sujet d'acculturation de toutes les équipes, et ce qu'il faut surtout, à mon avis, c'est apprendre, entre guillemets, mais surtout en le faisant. Et avec des ateliers qui ne sont pas forcément compliqués, qui ne sont pas forcément sur des sujets métiers très complexes ou sur de l'analyse de données très difficiles, mais justement pour se rendre compte de comment ça fonctionne et comment on peut se l'approprier. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, il y a beaucoup de consultants, justement, qui sont très orientés l'IA magique, etc., qui vont vous dire ChatGPT peut se débrouiller, il n'y a plus besoin d'être formé à quoi que ce soit, il va vous accompagner sur tout. J'ai quand même de sérieux doutes. D'accord. Je crois que le message est passé. On peut imaginer aussi que le régulateur va avoir un rôle. C'est déjà un rôle. Tu évoquais tout à l'heure l'IA Act, les AI Act, devrais-je dire, pour être plus juste. Et selon toi, justement, quel rôle les régulateurs doivent-ils jouer finalement dans la surveillance de ces biais algorithmiques, voire même, et quel est le rôle ils peuvent jouer également dans la promotion d'une IA de confiance ou une IA responsable. J'aime bien IA de confiance. En tout cas, je trouve que le mot est important, qui plus est dans la santé. Donc, on va plutôt utiliser IA de confiance. Et donc, dans le domaine, c'est quoi, selon toi, le rôle du ou des régulateurs ? Des régulateurs, pardon. Le régulateur, il a plein de fonctions importantes. Alors on dit toujours les États-Unis innovent, les Chinois copient et les Européens régulent. Là, on s'est rendu compte que la régulation sur l'IA, les Américains commençaient à venir la chercher un peu chez nous, ce qui est quand même un signe. Après avoir fait un peu tout et n'importe quoi dans leur labo et mis à disposition sans avoir forcément beaucoup testé. Donc c'est un indicateur quand même que ce qui se passe aujourd'hui
c'est une vraie tendance de fond sur ce besoin, alors déjà de comprendre, mais surtout d'expliquer et de documenter ce qui se passe, pour la santé d'autant plus. Je pense pour la confiance, il y a ce gros sujet de garantie humaine qui pour moi est central. Et tous les travaux d'Etikia, David Cruzon et tout, tous ces gens passionnants sur le sujet sont très très importants. Il y a d'ailleurs des travaux avec l'AFNOR qui sont menés aussi sur cette base-là, pour se dire, finalement, comme je te disais tout à l'heure, c'est des bonnes pratiques. Quand on travaille dans le domaine et qu'on veut faire les choses bien, c'est beaucoup de choses qu'on faisait déjà peut-être de façon un peu artisanale, et moi le premier, parce que voilà, ce cadre, on l'imaginait, c'est pas qu'on se doutait que ça allait arriver, c'est plutôt qu'on voulait le mettre en place déjà de façon, comme je disais, un peu artisanale, pour se dire, nous on est capable d'expliquer ce qu'on fait déjà. Et là, c'est pas juste nous on est capable d'expliquer ce qu'on fait, c'est il faut que tout le monde soit capable de le faire. Et la régulation positive en espérant que toutes les entreprises le fassent d'elles-mêmes, ça reste un peu un vœu pieux. Donc cette régulation, elle va aussi dans ce sens-là, je pense, et c'est important de le voir. Alors, est-ce que c'est trop contraignant? Est-ce que c'est un frein vraiment à l'innovation? Je ne sais pas. Je ne suis pas certain, en l'occurrence, sur cette réglementation-là. Par contre, c'est vrai que l'empilement des certifications DM, plus AI Act, plus tout ce qu'il y a dans la santé, ça peut devenir complexe. Oui. Ça peut être un frein à la mise sur le marché d'outils qui peuvent être réellement importants pour les patients, mais avec 1 an, 2 ans, 3 ans de délai, c'est autant de vies qui ne sont pas sauvées dans beaucoup de cas. Donc, on se pose la question, évidemment, même si c'est difficile à entendre, de ce fameux bac à sable, de se dire, on sait que ce ne sera pas parfait, mais comme ça peut aider sur le développement d'un vaccin Covid, par exemple, où il y a eu pas mal de choses qui ont été accélérées. Est-ce que sur certaines pathologies qui touchent des millions, des milliards de personnes, ça peut avoir du sens en maîtrisant justement ces risques-là quand même, mais d'aller un peu plus vite dans certaines certifications et certains règlements. Pourquoi pas? Je pense que les mois qui viennent vont aussi nous montrer un peu plus avec les premiers sujets des AI qui vont rentrer en application, comment chacun s'en empare pour pouvoir adapter aussi, c'est toujours l'interprétation de la règle et l'application surtout en pratique, comment ça va être fait, ça on en saura un petit peu plus dans les 12-18 mois qui viennent. Après, effectivement, on comprend les enjeux pour garantir notamment la sécurité des patients, tout simplement, mais comme tu le disais, d'un autre côté, est-ce que ça peut retarder l'avènement de certains projets pour arriver à... Sachant qu'on est bien d'accord que le zéro risque n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas, il n'existe dans aucun domaine, et encore moins dans la santé. Oui. Non, ça c'est impossible. Et il y a beaucoup de gens qui nous disaient il y a quelques années déjà que les radiologues avaient été remplacés. Il y a un très bon article d'ailleurs qui explique pourquoi c'est pas le cas, que je vous invite à retrouver, qui est écrit par deux sociologues de l'Université de Bordeaux, qui sont Léo Mignot et Emilien Schultz, qui est passionnant sur le sujet, qui explique justement que c'est plus un changement d'organisation et de pratique que purement un sujet technique. Donc dans la techno, le risque zéro n'existe pas, ça c'est évident. Par contre, comment on accompagne ces technos-là qui nous offrent beaucoup d'opportunités d'amélioration de plein de parcours, de plein de choses, pour que ce soit adopté surtout. Alors il y a confiance et il y a l'adoption, ça va avec. C'est vraiment 2 mots-clés super importants qui font que même si le risque zéro n'existe pas, on est capable de comprendre ce risque-là et de le contrer au maximum. Et toujours sur le sujet du rôle du régulateur et de la législation en l'occurrence, est-ce que selon toi, les gouvernements, je prends l'exemple du gouvernement français, devraient imposer justement des audits réguliers en fait, des systèmes d'IA utilisés pour la santé encore une fois, de manière à garantir, qu'ils sont bien équitables et donc non biaisés. Mais ça, c'est déjà en bonne partie dans les AI Act. D'accord. Et dans les différentes normes aussi qui vont s'appliquer sur les systèmes d'IA, alors notamment en santé, à haut risque au sens large, mais notamment en santé, où ce que j'expliquais tout à l'heure de collège de garantie humaine, en fait, c'est pour documenter ça. Ouais. C'est vraiment pour documenter ça. L'exemple que je prenais, c'était un exemple très pratique, mais il y a aussi différents volets sur la donnée. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place sur comment on est capable d'expliquer et avec une nomenclature, quelles sont les données qui sont dans le jeu d'entraînement qui a servi
pour mettre en place ce système d'IA. Donc tout est en train de se mettre en place, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Alors dès qu'on dit régulation, on a l'impression que ça va être, comme on disait tout à l'heure, le côté un peu frein et limitation, mais je pense que c'est important pour cadrer des outils et des usages qui peut-être sont peut-être allés un peu trop loin parfois ces dernières années, pour faire en sorte que tout le monde justement ait le même référentiel. La norme, ça sert à ça, pour que aussi à la fin le citoyen comprenne et le patient comprenne et puisse utiliser ces outils-là en connaissance de cause et en confiance à la fin. Et tu penses qu'effectivement, tant aux États-Unis qu'en Chine, qui sont aujourd'hui quand même les deux grosses locomotives en matière d'innovation dans la santé, mais qui effectivement l'adressent de manière très différente et surtout qui ont un rapport en fait à la donnée qui est quand même très différent de nos pays. Donc tu penses que à leur tour, ils vont devoir aussi justement regarder d'un peu plus près le modèle européen pour voir comment ils vont aussi de leur côté davantage réguler. En tout cas, peut-être que le mot réguler, le verbe réguler n'est pas le meilleur mot pour ces pays-là, mais peut-être mieux contrôler, enfin s'assurer en tout cas d'éviter des dérives. Ouais, alors ils ont peut-être de l'avance sur la puissance de calcul et sur les datasets, peut-être, mais les datasets qui en plus sont biaisés, comme on le disait tout à l'heure. C'est ça. Mais sur les applications concrètes dans le domaine de la santé, je pense que la France n'a pas à rougir du tout. On a des acteurs qui sont en avance, qui sont en train de conquérir les États-Unis. On a Nabla, par exemple. On a Therapixel sur mammographie et aujourd'hui d'autres analyses d'images. On a Synapse sur l'ordonnance et sur les interactions médicamenteuses. On a plusieurs comme ça qui sont des acteurs. Alors, et puis Doctolib qui est en train aussi de monter en force sur le sujet, qui ont une force de frappe déjà internationale et ils sont en train de préempter plein de cas d'usage justement. Alors ils ne sont pas en train d'essayer de concurrencer les Américains sur ce qu'ils font de mieux, donc les grands modèles en partant de zéro, l'analyse de données sur des données que forcément ils ont la plus grande quantité, etc. Mais ils sont vraiment focus sur des cas d'usage précis. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont trouvé alors pas des niches parce que ça représente quand même beaucoup d'usages, mais en tout cas des cas très précis sur lesquels ils sont très bons et sur lesquels ils ont pu contourner certains freins qu'on a souvent en Europe pour aller plus vite, aller plus loin et prouver surtout sur le terrain que c'est intéressant et que ça fonctionne. Donc je ne suis pas convaincu que les États-Unis et la Chine aient un si gros avantage pour un secteur comme la santé. Pour des sujets plus macro ou plus entre guillemets facile ou avec moins d'impact sur la vie quotidienne des gens, oui, avoir plus de données et puis si c'est un peu biaisé, c'est pas grave, on va se dire que c'est à la marge et on va pas aller voir plus loin. Ça peut arriver. Mais sur la santé précisément, je pense au contraire qu'on a beaucoup de cartes à jouer. Est-ce que du coup, en t'écoutant, la donnée finalement ce n'est pas tout. C'est-à-dire que on dit souvent la donnée c'est quand même le nerf de la guerre, mais on comprend aussi que de plus en plus des modèles peuvent être aussi extrêmement performants sans forcément s'entraîner sur des corpus absolument gigantesques. Donc c'est ça aussi, c'est là où aussi on peut tirer notre épingle du jeu. Donc sur des modèles finalement plus spécialisés. Des modèles plus spécialisés, des modèles plus petits aussi. Plus petits, les fameux SLM, c'est ça dont on parle de plus en plus. Et puis ce qui est intéressant surtout, c'est de se dire on peut utiliser des modèles, alors tu disais tout à l'heure des modèles sur étagère, on imagine tout de suite les modèles des gros. Oui, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de modèles open source qui tendent à être plus petits et plus spécialisés, qu'on peut entraîner, alors qu'on peut quand on est une firme de l'industrie avec les données qui vont bien et les data scientists qui permettent de le faire, on peut réentraîner ce genre de modèle pour être très spécialisé sur une pathologie par exemple. Donc oui, il faut la donnée, bien sûr, mais c'est des données qui sont très spécifiques que beaucoup d'acteurs en Europe ont déjà, qui sont d'ailleurs parfois un peu éparpillés. Ça pose d'autres questions de gouvernance et d'usage de la donnée, health data, etc. On ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, ça pourrait prendre plusieurs émissions, mais voilà, je pense que ces modèles plus petits, très spécialisés, c'est vraiment l'avenir et c'est ce qui fait aussi que ça débloque des verrous qu'on se mettait peut-être tout seul en se disant le seul champ de recherche et la seule application c'est les grands modèles de langage, donc forcément par définition on n'a pas les données, on n'a pas la puissance, on est mort. Ce qui n'est pas du tout, à mon avis en tout cas pas vrai, par ces modèles-là, et par des modèles aussi qui vont devenir plus explicables, parce qu'ils sont plus petits, parce qu'on maîtrise la donnée de réentraînement, si on veut, sur des données métiers, sur des données très spécifiques, et surtout en les utilisant en chaîne. C'est le système qu'on appelle multi-agent, c'est le gros sujet du moment. Mais ce qu'on appelle aussi l'IA agentique, non, c'est ça ? C'est ça, ouais, exactement. Et de se dire, en fait, au lieu d'avoir un grand modèle on espère qu'il va réussir à tout faire bien,
on va dire, on va entraîner plutôt des plus petits modèles, chacun avec une tâche précise, pour faire soit de la recherche documentaire, soit de la recherche dans une base génomique, soit etc. Et on va orchestrer tous ces petits agents pour qu'au final, on ait une réponse qui permette d'être la plus efficace possible et la plus sûre possible, sachant que, en fait, à chaque agent, alors on pourrait se dire, à chaque agent, c'est un nouveau modèle, c'est de nouvelles données, donc on a plus de risques de biais, d'hallucinations, etc. Alors, en théorie, oui, mais comme on est sur des modèles plus petits et qu'on contrôle d'autant plus, on est capable de mettre des contrôles, alors notamment dans les prompts, etc., mais sans rentrer dans les détails trop techniques, qui nous permettent d'être sûr que chaque agent remplit sa tâche. On peut aussi faire des agents évaluateurs de chaque agent, donc ça commence à devenir un peu synthétique tout ça. Donc attention aussi, il y a des études qui commencent à expliquer que trop de données synthétiques sur des données synthétiques, ça devient évidemment d'autant plus biaisé, ça c'est logique. Mais ce fonctionnement par un multi-agent est vraiment intéressant parce qu'on est capable d'auditer ce qui se passe à chaque moment de la chaîne et de le corriger plus facilement aussi en ayant des modèles qui sont potentiellement plus petits, plus faciles à accéder et plus faciles à utiliser et à exploiter au quotidien. Et la bonne nouvelle aussi peut-être, c'est que ces IA de confiance, donc plus responsables, elles le sont aussi parce que moins énergivores peut-être. Aussi, il y a toute cette dimension-là, bien sûr. Oui. Quand on se rend compte que la réponse notamment des Américains récemment sur le sujet de l'énergie, ça a été de dire on va embaucher des spécialistes du nucléaire. C'est toujours ça, c'est la course au toujours plus. Oui. Et le technosolutionnisme en se disant plus il y a de tech et plus il y a de puissance de calcul, plus on va y arriver. Je suis vraiment pas convaincu et au contraire, je suis assez persuadé que cette course au grand modèle perroquet statistique en plus, pour reprendre l'expression du début, c'est une erreur. Parce qu'on ne maîtrise pas et parce qu'on a tous ces coûts environnementaux qu'il faut évidemment prendre en compte. Donc à tous les niveaux, c'est une mauvaise idée. Mais heureusement, il y a plein de façons de faire aujourd'hui qui permettent de contourner tout ça. Alors peut-être pas tout, mais une bonne partie de ces biais-là et de ces risques-là. Il y a un mot que tu as utilisé il y a quelques minutes, à savoir gouvernance. Au travers des rencontres que je peux faire, des discussions que je peux avoir, j'ai l'impression parfois que cette idée de gouvernance IA, en fait, est un peu et parfois minimisée dans pas mal d'organisations. Aujourd'hui, et qui plus est dans la santé, c'est indispensable en fait d'avoir une gouvernance forte en fait sur ces sujets d'IA. Et du coup, à quoi ça ressemble une gouvernance forte ? Ce sont des hommes et des femmes qui constituent effectivement cette gouvernance. C'est des hommes et des femmes qui peuvent en plus s'appuyer sur des outils qui eux-mêmes... comment ça ressemble à quoi une gouvernance forte dans la santé ? C'est une très bonne question. Je pense que personne n'a vraiment la réponse pour l'instant. D'accord. Mais il y a des petits bouts de réponse quand même. Le premier, c'est de se dire, ça devrait être la suite logique de la gouvernance data. C'est ça. Surtout dans des groupes comme ceux dont tu parles. Et ensuite, sur la partie IA, moi, je crois beaucoup au fait de... Alors évidemment, il faut qu'il y ait des décideurs qui soient bien identifiés, des managers sur des services précis, notamment liés à la techno, mais pas que. C'est ça qui est important, c'est de mettre autour de la table tout le monde finalement. C'est ça. Aussi bien, parce qu'il faut que ces enjeux-là ne soient pas uniquement des enjeux qui redescendent en mode voilà comment il faut faire, mais vraiment plutôt pour accompagner tout le monde. Et il y a un sujet là-dessus qui est intéressant, qui est la shadow IA, je ne sais pas si tu connais le terme, qui est ce côté de, en fait, dans plein d'organisations, quelle que soit leur taille, quel que soit leur métier, il y a beaucoup de gens, des collaborateurs qui font beaucoup de choses, qui essayent beaucoup de choses, alors avec plein de risques évidemment, qui donnent à la machine des informations confidentielles, etc. Auxquels ils n'ont pas forcément été sensibilisés par ailleurs. Auxquels ils n'ont pas été sensibilisés, exactement. Mais au-delà de cette partie risque, il y a aussi beaucoup de bonnes choses qui sont faites, mais que personne ne voit. Et ce sujet de gouvernance, il est un petit peu... pour moi, ça rejoint ça, en se disant, il y a sans doute plein de bonnes idées et plein de bonnes choses qui sont faites par des gens qui, justement, ont inventé, c'est un grand mot, mais en tout cas compris et essayé des choses en étant sur le terrain dans leur métier du quotidien, qui sont intéressantes pour le groupe et qui nécessitent d'être montées. Et c'est vraiment cette force du collectif, je pense, qui est importante. D'accord. Donc ça peut être une des clés, en tout cas, à s'approprier et justement, et on ne peut qu'inviter en fait les personnes qui nous regardent à avoir ce sujet quand même bien en tête, et quelle que soit finalement la taille de l'entreprise. Ce n'est pas que le fait des grosses entreprises. Et au contraire, parce que même les PME et les ETI sont sensibilisés à
il faut avoir des stratégies data et IA, pourquoi pas subventionner, et tant mieux, pour avancer, parce que c'est l'avenir et que sinon vous allez rater le train et après c'est fini. Alors oui, il y a des choses à faire, mais il ne faut pas se foncer trop tête baissée et justement aller plus tous ensemble à réussir dans l'organisation à soulever des sujets et pas uniquement les sujets qui viennent de la direction avec un prisme qui est évidemment très différent, enfin souvent en tout cas, on espère le moins possible, mais qui est souvent différent des opérations. Donc l'idée c'est comment on arrive à implémenter ça au niveau stratégique et au niveau opérationnel pour que ça peut même devenir un nouveau moyen d'échange aussi et de communication en interne sur des sujets qui sont quand même en général assez intéressants et assez presque un peu sexy à travailler, quoi. Et d'ailleurs, comme tu aimes beaucoup sur le terrain et que tu as l'occasion de rencontrer pas mal d'entreprises, tu trouves qu'on est en France, encore une fois, plutôt mature sur ce sujet de gouvernance? Ou est-ce que tu as l'impression qu'on n'a pas forcément bien compris les enjeux? Enfin, c'est quoi? Et c'est au feeling, hein. J'entends que il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de sondage derrière, mais de tes discussions, qu'est-ce qu'il ressort en fait? Tu as l'impression qu'on est plutôt... C'est très variable, ça dépend vraiment des profils, ça dépend de comment c'est géré en interne, justement sur cette façon de remonter ou pas ce type de sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est uniquement géré par une direction qui va essayer de faire redescendre ce qu'elle a compris du sujet hier ou ce qu'on lui a dit à travers des conférences, des consultants, qui sont toujours beaucoup dans le côté très magique et très simple, c'est problématique. Et alors je dis pas que c'est une erreur, je dis simplement que ça mérite d'être nourri autrement, de façon complémentaire. Et souvent on a un peu, en tout cas de ce que j'en vois, c'est souvent un peu, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. C'est soit la direction impulse cette dynamique-là, et en interne il faut essayer de suivre, soit ça vient du terrain. Et dans ces cas-là, c'est pas idéal non plus, c'est pas le modèle idéal, mais ça permet de voir les choses différemment. Et c'est vraiment la coordination des deux qui va faire, à mon sens en tout cas, que ça va permettre d'avoir un vrai impact aussi bien sur le business que sur l'organisationnel, que sur tout ce qu'on peut se dire depuis tout à l'heure comme impact positif. Donc tous les efforts de sensibilisation que l'on peut avoir, surtout ne rien lâcher, au contraire, il faut continuer, peut-être redoubler d'efforts pour justement s'assurer. Je voudrais revenir aussi sur ce sujet effectivement de transparence, donc, parce que cette idée de comprendre effectivement un modèle, s'il est opaque, ce qui est le cas de certains modèles que l'on connaît très très bien, effectivement ça devient quand même plus compliqué. Et puis il y a aussi ce sujet d'explicabilité. Est-ce que tu penses justement que l'explicabilité des systèmes d'IA, donc comprendre comment l'IA finalement arrive à une décision ou à une solution, un output dans les modèles de langage, c'est nécessaire, voire même indispensable dans la santé, encore une fois. Et est-ce que c'est toujours possible? C'est indispensable. Alors, c'est jamais possible. C'est jamais possible, d'accord, très bien. Alors pourquoi? Tout simplement. En tout cas, quand on utilise des grands modèles de langage, et qu'on les utilise notamment chez OpenAI, chez Mistral, n'importe lequel, on n'a jamais la main complètement sur ce qui se passe parce que le pré-entraînement, par définition, GPT, c'est pré-train, donc c'est pré-entraîné. Oui. Donc on ne sait pas comment. Par contre, on peut mettre des garde-fous pour faire en sorte que ça ait le moins d'impact négatif possible sur les cas d'usage dont on parlait tout à l'heure qui sont plus contraints. Donc c'est jamais vraiment complètement explicable. Par contre, suivre le cheminement, justement, je vais essayer de ne pas utiliser les termes de Sam Altman de la semaine dernière. On n'est pas dans le raisonnement, on est toujours dans la statistique, attention. Oui. Et quand on a ça en tête, on peut-être réfléchir au sujet peut-être un peu différemment. On est capable, malgré tout, et notamment avec le multi-agent, c'est ce qu'on fait de plus en plus, de pouvoir avoir l'entrée et la sortie de chaque agent pour comprendre à chaque étape ce qui s'est passé. D'accord. Alors, on n'est pas dans du raisonnement complexe, mais c'est très factuel. Par exemple, sur un cas récent, si on veut faire... alors nous, on l'utilisait du coup pour les LLM au début. Moi, au tout début, je disais jamais on utilisera ça en santé. C'est de toute façon, par définition, on ne peut pas l'expliquer, donc on ne l'utilisera pas. J'étais intervenu avec Emmanuel Bacri sur le sujet qui, lui, était encore plus cash là-dessus, et on était d'accord. Et puis petit à petit, en se rendant compte quand même de tout ce que ça pouvait apporter en termes de contexte, de personnalisation des réponses, etc., on s'est dit, ce serait quand même dommage de passer à côté. Et on l'a utilisé, mais pas en génération 100% tout seul, le LLM. On l'utilise en reformulation de conseils validés par des médecins, écrits par des médecins.
Alors, ce qui était jusque-là suffisant, parce que voilà, c'était rédigé par des médecins, on avait s'il y a douleur, s'il se passe ça, voilà, sur une quinzaine à peu près de sujets, mais c'était quand même toujours pareil et difficile à contextualiser, impossible à contextualiser. Avec les LLM, on lui dit voilà le conseil de base, plus voilà quel est ton rôle pour éviter qu'il sorte du cadre, ce qu'on disait tout à l'heure. Reformule ce conseil en fonction du contexte que tu as trouvé. Si le premier modèle te sort une réponse qui n'a rien à voir avec le sujet de l'utilisateur, tu as le droit de prendre la main, mais dans telle situation et dans tel cadre. Et voilà. Et de cette façon-là, du coup, on est capable de comprendre aussi assez facilement voilà quel était le message de l'utilisateur, voilà quelle était la réponse du modèle sans LLM, et voilà ce que le LLM a fait. D'accord. Donc quand on met c'était le début du multi-agent, même si on le faisait qu'en deux étapes, mais ça permet d'avoir quand même une bonne idée de ce qui se passe et de commencer à pouvoir expliquer. Et au-delà de l'expliquer, ensuite le documenter, comme on disait tout à l'heure. Ok, je comprends. Et après, reste qu'un certain nombre de modèles sur lesquels probablement pas mal de sociétés continuent de s'appuyer, restent quand même relativement opaques. Donc, la solution finalement, c'est ça, c'est de peut-être privilégier davantage les multi-agents, des agents donc plus petits, enfin des modèles plus petits, pour justement ne pas devoir recourir à ces grands modèles qui, comme tu le disais, en fait, dans l'absolu, sont quand même relativement opaques, même sur des modèles open source, tout simplement parce qu'ils sont pré-entraînés. Donc, voilà, c'est très juste. C'est vraiment une question de conception. Oui. De se dire, si j'utilise des modèles de langage, nous aussi, on a un très gros biais modèle de langage depuis tout à l'heure. Mais pour rester sur ce sujet-là, si on veut mettre en place un LLM pour une application très précise et qu'on l'utilise avec des développeurs, avec ces développeurs-là, on va construire cette séquence d'agents. Et on a la main dessus et on fait ce qu'on veut. Il faut se dire que le LLM, il est là simplement on lui donne quelque chose, il nous renvoie autre chose. Et tout ce qu'on lui donne, c'est nous qui le maîtrisons. Et ce qui sort ensuite, on est capable de le contrôler et de l'évaluer. Donc, pour expliquer, il faut déjà se poser la bonne question de comment on développe. Je suis un peu redondant là-dessus. Non, mais c'est important. Mais c'est important, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi l'acculturation des développeurs à qu'est-ce qu'on fait, au-delà du fait de quelle est la donnée, est-ce qu'elle est de qualité, représentative, etc. C'est cette donnée-là, une fois qu'on l'utilise, alors que ce soit dans un grand modèle de langage, de génération d'images, de diagnostic, de tout ce qu'on veut, comment on est capable d'évaluer ce qui sort par rapport à ce qui rentre, tout simplement, et tout ce qu'on maîtrise finalement. Ok. Après, j'ai aussi l'impression quand même que et ça encore une fois, hein, c'est pas nouveau, mais on le sait, hein, ces big tech ont quand même des ambitions assez fortes dans le domaine de la santé. Qu'il s'agisse d'Apple, qu'il s'agisse de Google, même Amazon, Meta peut-être un peu moins, quoique. Sur les sujets de santé mentale, je crois qu'il essaye effectivement Microsoft, bien évidemment. Donc, est-ce qu'on va arriver à une cohabitation entre effectivement, encore une fois, on voit que tout le monde a besoin de tout le monde. Enfin, la santé a besoin de ces big tech et ces big tech ont probablement aussi besoin, bien évidemment, de ces acteurs de santé. Et on a vu certains rapprochements. Mais là, au regard de ces sujets de modèles d'IA générative, d'aide à la décision et au diagnostic, est-ce qu'il y a un risque de voir justement ces techs mener en fait leur course de manière un peu individuelle en mettant de côté? Est-ce qu'on risque d'avoir... Enfin, je ne sais pas si c'est forcément un risque, mais la question que je me pose, c'est comme ils maîtrisent un sujet qui est celui de ces modèles d'IA, est-ce qu'ils ont, selon toi, est-ce qu'ils envisagent en fait vraiment de devenir des acteurs incontournables de la santé? Ils l'envisagent, oui, bien sûr, notamment évidemment pour des questions d'expansion et des questions de retour sur investissement de toutes ces technologies-là. C'est évident. Par contre, là où, je me souviens, il y a quelques années, j'avais écrit un papier qui expliquait, selon moi, pourquoi les startups, notamment françaises, étaient bien placées, justement sur les sujets de confiance versus les big tech, qui, quand même, sont pas en odeur de sainteté, chez nous, mais pas que. Entre deux, j'ai changé un peu d'avis quand on a vu
tout ce qui est arrivé côté Apple notamment, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur la santé, Oui. côté Google aussi, même si leur algorithme de détection de mélanome, comme tu disais tout à l'heure, était sujet à caution. Mais j'y reviens beaucoup, et c'est pour ça que je citais les exemples tout à l'heure de nos acteurs français. Sur des cas d'usage très, très concrets, le développement de Nabla notamment, il se développe beaucoup aux États-Unis. Pourtant, ils utilisent des LLM à la base. Ils font alors, je ne sais pas si pour les gens qui ne connaissent pas forcément, Nabla, ça permet pour les médecins, notamment les spécialistes, de faire de la prise de notes en temps réel. Donc le LLM écoute ce qui se passe dans la consultation, va tout transcrire en direct, et de cette transcription va pouvoir extraire des informations pour le motif de consultation, des informations de biologie qui sont échangées entre le patient et le médecin, par exemple, des choses comme ça, et qui permet de mettre à jour beaucoup plus facilement le dossier patient. On peut se dire que c'est typiquement un cas d'usage parfait pour les big tech qui maîtrisent toutes ces technologies-là. Sauf que Nabla arrive par le terrain, et ils arrivent par des partenariats avec des providers privés aux États-Unis qui ont besoin de ça, et qui ont besoin aussi de toute cette surcouche qui est indispensable de confiance dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Confiance dans les outils, dans les usages, c'est construit avec des médecins, etc. On a, pour ne pas les citer, IBM qui avait beaucoup avancé sur Watson Santé en faisant remplir ses bases de données par des médecins et des spécialistes aux États-Unis, etc., qui n'a pas réussi. Aujourd'hui, la division, elle n'existe même plus, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont réussi à valoriser toutes les données qui avaient été ajoutées dans le système, mais par contre, la division diagnostic, etc., en tant que telle, n'existe plus. Et je suis assez convaincu, pour le coup, pour reboucler sur ce que je disais tout à l'heure sur les startups santé, etc., je suis vraiment convaincu qu'on a beaucoup de cartes à jouer versus Big Tech, qui nous vendent un peu cet avenir un peu science-fiction. Je ne suis pas certain, alors d'autant plus en France, que nos concitoyens soient vraiment attirés. Alors certains, bien sûr, mais pour la majorité de nos concitoyens, je ne suis pas certain que ce soit un avenir qui nous fasse rêver. Et on a beaucoup de réponses autres qui permettent d'avancer de façon un peu plus sécurisée déjà, oui. Et un peu plus en adéquation avec nos valeurs, tout simplement. J'ai une dernière question. Comment tu vois en fait l'évolution à la fois des pratiques et des standards autour donc de cette IA de confiance que certains vont appeler IA responsable, voire IA éthique dans les prochaines années et tout particulièrement dans le secteur de la santé? Yes. Le terme, je pense que le terme est important, et en même temps ça englobe à peu près la même chose pour moi en tout cas. Le côté éthique, évidemment, la partie confiance, le responsable, c'est un peu la suite de confiance, parce que si on a des valeurs plus tournées vers l'environnement, etc., on est plus responsable, mais en même temps si on veut les utiliser, il faut qu'il y ait la confiance, donc ça se recoupe assez, et je pense que oui, c'est évidemment un champ intéressant, et surtout c'est un champ intéressant en termes de recherche quand on s'en creuse un petit peu, parce que il y a aussi bien la science des données, évidemment, il y a une partie très sciences computationnelles si on veut, mais il y a aussi tous les champs qui sont associés plutôt côté sociologie, côté philosophie, etc., qui ne sont pas uniquement de se dire on a un fantasme de science-fiction, on va peut-être essayer d'y arriver ou pas, et voilà ce qu'on imagine comme étant l'IA de demain, mais c'est vraiment plus construit que ça. Quand on parle de santé notamment, il y a plein de questions qu'on ne se poserait pas forcément quand on pense IA, éthique, responsable et de confiance, qui est le sujet de l'adoption et de comment les patients perçoivent les outils. Il y a aussi comment les professionnels de santé perçoivent ça et comment ça modèle et comment ça modifie leurs pratiques quotidiennes, tout simplement, qui sont plus des champs sociologiques plus classiques, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, au contraire, pour alimenter qu'est-ce qu'on veut comme IA de confiance et comme IA responsable et comme IA éthique demain, et c'est pas uniquement de signer une charte en disant vous inquiétez pas, on va pas faire de mal, c'est vraiment plus profond que ça, et il y a plein de sujets aujourd'hui qui sont passionnants. Un grand merci Thomas pour cet échange. Tu nous as donné quand même beaucoup de clés de lecture, et je suis certain que les personnes qui nous ont regardés aujourd'hui vont pouvoir retourner en fait sur leur projet d'IA en se posant justement des questions fondamentales. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.